Je vais remercier Pharmagence pour la soirée vaccination de ce soir. Donc moi, je vais vous présenter les actualités vaccinales. Donc tout d'abord, le calendrier vaccinal. Donc ça, tout le monde le connaît. C'est assez... Non, ça marche pas. Il ne marche pas. Hop. Non, il n'est pas allumé, effectivement. Il ne s'allume pas. Alors, Bah tiens, tout à l'heure, il marchait. Autant je parle fort. Donc les calendriers vaccinaux, on a mis des dépliants, des affiches, tout ça à l'entrée. Donc là, je vous ai mis en comparaison les calendriers vaccinaux de métropole et de Nouvelle-Calédonie. Donc en rose, c'est les vaccinations obligatoires et en bleu, les vaccinations recommandées. Donc pour les deux calendriers, il y a 11 vaccins obligatoires. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, on a gardé le BCG et l'hépatite B à la naissance, du fait des fortes incidences de ces maladies. Et en métropole, par contre, le BCG n'est plus obligatoire depuis 2007. En métropole, donc jusqu'à présent, il y avait 3 vaccins obligatoires, la diphtérie, tétanos, polio. Et donc depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires. Donc pour les enfants de moins de 2 ans. En métropole, donc ce qui remplace le BCG, c'est le vaccin méningo-C, donc à 5 mois et 12 mois avec un rattrapage jusqu'à 24 ans. Pourquoi le méningo-C? Parce qu'en fait, le vaccin, le méningo le plus courant, c'est le B, dans les deux, que ce soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Mais après, en deuxième position, c'est le C en métropole, alors qu'en Calédonie, c'est le YW135. Donc après, le DTP coqueluche, donc 6 ans, 11 ans. Et après, donc c'est un rappel à 25 ans. Et après, tous les 20 ans, donc à âge fixe si possible, donc 45, 65 ans, c'est un DTP tout court. Et après, 65 ans, donc tous les 10 ans. Le HPV, donc c'est à 11 ans, avec un rattrapage jusqu'à 14 ans. Si possible avec le garde d'asile neuf dès qu'il sera disponible sur le territoire. Donc de 11 à 13 ans, c'est 2 injections, donc à 6 mois d'intervalle. Par contre, à 14 ans, c'est 3 injections, donc 0, 2, 6 mois. Donc là, juste un rappel, l'historique des vaccinations obligatoires en Calédonie, c'est pas récent. Donc l'hépatite B, c'est 89, la rougeole en 87. Bon, je ne vous fais pas le détail. Et le dernier qui est devenu obligatoire, donc c'est le pneumocoque, donc en avril 2017. La réglementation, donc la Nouvelle-Calédonie autonome en matière de santé, du fait de l'introduction du dernier vaccin obligatoire, on a présenté les textes à la section sociale du Conseil d'État en octobre 2015 et ils ont abondé dans notre sens puisqu'ils nous ont répondu que les dispositions du projet de loi de pays et de son annexe ne méconnaissent en elles-mêmes aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle. Les obligations de vaccination qu'elle impose apparaissent proportionnelles à l'objectif de protection de la santé. Donc la dernière délibération, c'est la numéro 64 du CP du 19 avril 2017. Et donc je vous l'avais envoyée dès qu'elle a été passée à tous les médecins. Et vous la trouvez également sur le site de la DAS, das.gouv.nc. Après, vous allez, à propos de la DAS, votre santé, dépistage, vaccination, et vous pouvez télécharger le document. Donc là, je vous ai mis quelques articles. Donc l'article 1er, donc dans le cadre de leur mission, les professionnels de santé, notamment les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. C'est à vous de veiller à ce que vos patients soient vaccinés. Moi, régulièrement, je fais des consultations à la médecine du voyage. Encore la semaine dernière, j'ai vu un couple de 69 ans qui partait en Afrique, dont le mari avait une longue maladie, et ils n'étaient pas vaccinés ni l'un ni l'autre, le mari depuis plus de 20 ans et la femme depuis l'enfance. Donc c'est vraiment un peu dommage, donc je compte sur vous. L'article 3, donc là c'est les parents, l'obligation vaccinale de la part des parents pour une inscription dans les crèches, les garderies, les colonies de vacances, etc. Et donc pouvoir attester un certificat médical qui peut attester les vaccinations obligatoires qui ont été réalisées selon les réglementations en vigueur. Et le certificat médical, ce n'est pas juste un certificat où on met les vaccinations à jour. Il faut absolument marquer sur le certificat médical, préciser la nature et la date des vaccinations, ainsi que les tests subcliniques. Mais bien préciser les vaccins avec la date. L'article 5, donc si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé ou de vaccination, la mention de la vaccination doit y être apportée par le professionnel de santé, ainsi que sur son dossier médical. Il est fait obligation aux professionnels de santé réalisant une vaccination de transcrire la date, la nature du vaccin, le numéro de série,
du lot sur le carnet de vaccination ou de santé et sur le dossier médical du patient. L'article 6, c'est un rappel pour les retards de vaccination. Donc, quand un retard est intervenu dans la réalisation des vaccins, donc selon le calendrier vaccinal, il n'est pas nécessaire de recommencer tout à zéro. Il suffit de reprendre le programme là où il a été interrompu et de compléter les vaccinations en administrant le nombre de doses qui doit être fait à tel âge à l'âge de l'enfant pour une vaccination complète en respectant les intervalles. Donc, c'est minimum, entre deux vaccins de primo-vaccination, c'est minimum 1 mois. Et entre une primo-vaccination et un rappel, c'est minimum 6 mois. Par contre, le vaccin DTP coqueluche qui était fait à l'âge de 3 mois, il ne faut pas le compter dans le nombre de vaccins, parce qu'autrement, ça va vous décaler si vous faites le total à 6 ans ou 11 ans. Donc là, la réglementation de l'article 4, donc ça c'est juste un rappel qu'il y a des vaccinations qui sont obligatoires pour certains professionnels. Donc toute personne pouvant être exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la tuberculose, diphtérie, tétanos, polio et avoir le test tuberculinique, enfin au moins à l'entrée. Et donc là, c'est bon les professionnels de santé, mais ça a aussi des personnels de laboratoire, de pénitenciers, des gens qui travaillent avec des personnes handicapées, des malades, etc. Les pompiers, les pompes funèbres, les ambulanciers par exemple. Après, pour le personnel de laboratoire, il y a en plus la typhoïde. Après, on avait rajouté aussi les tatoueurs qui doivent être vaccinés pour l'hépatite B. Et un dernier mot, c'est l'article 20 concernant la vaccination de la coqueluche pour les personnes. Donc, je rappelle, la coqueluche, c'est la première cause de décès par infection bactérienne chez les nourrissons de moins de 3 mois. Donc un rappel de vaccination. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'âge de 25 ans, on doit avoir un vaccin diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Si ce vaccin n'est pas réalisé à l'âge de 25 ans, s'il n'a pas été réalisé dans les 5 dernières années et si la personne présente certains critères familiaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une naissance dans la famille, donc vérifiez bien que ce vaccin soit réalisé pour faire un cocooning. Donc vérifiez bien que la femme... la mère, le père, mais également que la fratrie est bien vaccinée et aussi la famille proche, ceux qui vont garder le nouveau-né, la tante, la grand-mère, vérifiez bien ça. Donc la vaccination des médecins, donc il y avait une thèse réalisée en juillet 2010 par le docteur Olivier Quelquegier, donc sur des médecins généralistes, pédiatres et gériatres. Donc à l'époque, l'hépatite B, qui est un vaccin obligatoire, je rappelle, était à moins de 88%. Grippe saisonnière, vaccin recommandé à 34%. DTP, vaccin obligatoire à 85%. Et la coqueluche, un vaccin recommandé à 26%. Quand on regarde le baromètre santé des médecins généralistes fait en 2016 par l'Agence sanitaire et sociale, 42% de oui. La question posée, c'était personnellement, vous faites-vous vacciner contre la grippe vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe en 2015? 42% de oui et 57% de non. Donc à peine meilleur. Donc là, je rappelle, quand on regarde les textes, donc la délibération, le BCG, donc obligation d'une preuve d'une vaccination préalable et d'un test tuberculinique qui sert de test de référence à l'embauche. L'hépatite B, donc obligatoire. Le DTP obligatoire. La coqueluche, donc recommandée lors de chaque rappel de DTP. L'Aurore, donc obligatoire, quel que soit l'âge, pour tous les professionnels non vaccinés et sans antécédents connus de ces 3 maladies, en contact avec des enfants et des immunodéprimés. Ces professionnels reçoivent donc une seule dose de RER et la vaccination peut être pratiquée sans qu'il y ait un contrôle sérologique soit fait à préalable à la vaccination. Et la grippe saisonnière, donc recommandée bien sûr chaque année. La prise en charge des vaccins. Donc pour les enfants, je rappelle que tous les vaccins du calendrier vaccinal sont pris à 100% sans avance de frais. Pour les adultes, par contre, les vaccins obligatoires et fortement recommandés sont également pris à 100%. Les vaccins recommandés tout court sont pris en charge à 40% et tous les vaccins pour raisons professionnelles sont à la charge de l'employeur. Les vaccins du voyageur, donc ça c'est la nouveauté de la dernière délibération, sont des vaccins recommandés et pris en charge à 40%. En fonction des destinations, du type du voyage et de la durée du voyage. Et donc ça, c'est suivant les références du BEH, bulletin épidémio hebdomadaire, et du CSV, du Centre de santé voyage de la DAS. Il y a un seul vaccin du voyageur qui est un vaccin, donc le fièvre jaune, qui peut être obligatoire pour certaines destinations, mais il sera considéré comme recommandé pour le remboursement. Ce ne sera pas remboursé à 100%, mais du 40%.
Donc là, je vous ai mis les deux dernières enquêtes de couverture vaccinale, donc, qui ont été réalisées toutes les deux chez des enfants de 4 ans scolarisés en Nouvelle-Calédonie, donc des enfants de moyenne section de maternelle. Donc la couverture vaccinale, l'enquête de couverture en 2011 avait été faite à partir des fiches médico-scolaires, en faisant un tirage au sort à un enfant sur 10. Celle de 2017 donc, a été faite exhaustive à partir des carnets de santé. Donc, par contre, en 2017, il nous manque encore les données de la province Île. Et on voit que on avait déjà des bons taux de résultats en 2011 et ils sont encore meilleurs en 2017, donc avec un BCG, une couverture à plus de 95%, l'hépatite B à pratiquement 95%, 98% pour la première injection, l'Aurore donc nettement amélioré, puisqu'à la première injection 97% et 92% pour la deuxième, donc on est au-dessus des seuils de risque épidémique. Pour le pentacoque, donc entre 98 et 99% pour les 3 premières injections et plus de 90% pour la troisième. Et le pneumocoque, on n'avait pas les données en 2011 parce que c'était un vaccin qui n'était pas obligatoire à l'époque, donc les données n'avaient pas été retranscrites partout. Donc on n'avait pas tenu compte, mais en 2017, donc avec des taux honorables également. Donc par contre, le BCG, donc l'enquête de couverture, 78% des nouveau-nés ont été vaccinés avant le 5e jour. Je vous rappelle, dans la délibération, c'est vaccination à la naissance et au moins avant la sortie de maternité. Et pour l'hépatite B, donc un âge médian au 3e jour, c'est-à-dire qu'au 3e jour, donc au moment de la sortie de la maternité, il n'y a que 50% des enfants qui sont vaccinés contre l'hépatite B. Et donc voilà, donc effectivement, après ils sont rattrapés dans les 2 premiers mois. Et voilà, c'est dommageable. Et d'autant plus, là, on avait 36 nouveau-nés de mères porteuses chroniques d'hépatite B qui ont reçu des immunoglobulines. Donc 30 d'entre eux ont reçu les immunoglobulines à la naissance, 3 l'ont reçu le lendemain de la naissance et 3 l'ont reçu à plus de 10 jours de la naissance. Donc là, c'est un peu dommage. Je vous rappelle que les risques de transmission de la mère à l'enfant, c'est de l'ordre de 90%. L'hépatite B chez le nouveau-né, c'est dans 90% des cas des enfants qui vont devenir porteurs chroniques, contrairement à chez l'adulte où c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10%. Et après, donc, un porteur chronique, c'est 20% de gens qui vont avoir des cirrhoses du foie. Et dans ces cirrhotiques, 2% feront un cancer du foie. Donc juste... Quoi ? Ne déconcentrez pas. Là, je vous ai mis 2 exemples. Donc, un, c'était l'hépatite B. Donc, il y a une étude transversale de séroprévalence réalisée en 2013 par la DAS sur 1110 personnes de 2 à 80 ans, donc représentatives de la population calédonienne. 39 ont été dépistés antigènes HBs positifs. Donc, ça nous donne une séroprévalence de 3,9% dans l'échantillon. Donc, et si on extrapole la population générale en corrigeant, donc ça nous fait 3,3%. Et donc, si on prend les moins de 25 ans, c'est-à-dire les gens qui ont été vaccinés, qui sont nés après l'obligation vaccinale, on retrouve une séroprévalence à 0,94%. Et chez les plus de 25 ans, donc ceux qui n'ont pas bénéficié de cette obligation vaccinale, 4,71%. Donc, toujours en population extrapolée, donc plus de 5 fois plus que les autres. Donc là, sur le graphique, on voit, la barre rouge, ça représente le moment de la vaccination obligatoire. Il n'y a pas photo entre les deux. Et si on prend les anticorps anti-HBC détectés, donc c'est 25,6% de l'échantillon en population pondérée, et donc 7% pour les moins de 25 ans et 36,7% chez les plus de 25 ans. C'est-à-dire les gens qui ont été en contact, qui ont fait une hépatite C, qui sont... hépatite B, pardon, qui en sont guéris ou qui sont devenus chroniques, ça on ne peut pas savoir. Et je vous donne aussi l'exemple de la rougeole, donc docteur François nous a bien témoigné. Donc la dernière épidémie en Calédonie remonte à 86-87. Il y avait eu 140 hospitalisations, 20 décès, donc 1 par complication directe et 19 par panencéphalite sclérosante subaiguë post-rougeoleuse dans les années qui ont suivi, donc en 88 à 2004. Et donc ça va entraîner une obligation vaccinale contre la rougeole dès août 87 avec une campagne de rattrapage réalisée au milieu des années 90. Donc, pour rappel, le dernier cas local en Calédonie, ça date de 2006. En 2015, on a eu un cas importé du Vanuatu qui n'a pas entraîné d'effets secondaires du fait de notre excellente couverture vaccinale. Et en janvier 2007, on a eu un nouveau cas, un homme de 42 ans non vacciné qui a reçu de la famille de métropole. Et là, pareil, il n'y a pas eu de cas secondaires, contrairement aux épidémies qui ont touché la métropole, tous les pays autour, quoi. Là, je vous ai mis quelques exemplaires des documents qu'on a, des affiches, des dépliants
Bon, pour entraîner la vaccination, pour l'hépatite B, pour que les gens à risque se fassent dépister, et donc une affiche aussi pour la campagne grippe saisonnière. Donc là, je rappelle que depuis 2 ans, la vaccination se fait avec le vaccin Hémisphère Sud dès la réception des vaccins fin avril, début mai. Et là, je vous ai mis donc des liens intéressants. Donc un pour donc une note d'information qui vient de sortir en métropole pour montrer l'intérêt de la vaccination des personnels des établissements de santé pour la grippe saisonnière. Et l'autre, c'est des sites du ministère de la Santé pour avoir des arguments face aux anti-vaccinations. Voilà, j'ai fini. Alors là, c'est un bref rappel, hein, pour vous dire qu'il existe 2 types de vaccins, comme vous le savez, les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Mais que dans les 2 cas, en fait, ce que je voulais juste rappeler, c'est ça, c'est la conservation entre 2 et 8 degrés qui est primordiale, parce que même si c'est évident, au décours de nos inspections, on se rend compte que la maîtrise de la chaîne du froid, c'est pas gagné. Donc c'est bien de le rappeler régulièrement. Donc, je voulais vous faire 2 diapos rapides sur le centre santé voyage que vous connaissez très certainement déjà. C'est 4 missions qui sont attribuées au centre santé voyage. C'est la vaccination, bien sûr, du voyageur, donc la fièvre jaune, les typhoïdes, l'hépatite A, les conseils aux voyageurs, donc personnalisés en fonction de la destination, des activités prévues, du terrain du voyage. Il y a des fiches conseils qui sont délivrées. Pour rappel, la consultation est gratuite pour les voyageurs. C'est aussi centre antirabique, qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via le centre 15, et la promotion du conseil aux voyageurs auprès des partenaires. Donc le CSV n'a pas pour mission de remplacer les médecins traitants, bien au contraire, parce que ces cibles, c'est plutôt des voyages longs et complexes, quand on a des personnes qui partent pendant des mois, des semaines et qui traversent plusieurs pays, donc à chaque fois il y a des conseils différents à apporter. Pour les besoins en vaccination réglementée, comme le vaccin Stamaril, on en a parlé, ou le méningo-tétravalent, ou parfois pour certains vaccins qui sont plutôt difficiles à trouver en officine du fait du prix, tout simplement, comme le vaccin contre l'encéphalite japonaise. Ensuite, c'est plutôt dédié aux voyages en groupe ou humanitaires, ou parfois des voyageurs qui n'ont pas de médecin traitant. Juste une petite parenthèse, ne pas oublier, lors des conseils aux voyageurs, de parler de la contrefaçon de médicaments qu'on peut trouver partout ailleurs, sauf en Nouvelle-Calédonie et en métropole. Donc bien partir avec sa trousse à pharmacie. Donc le bilan entre février 2013, date d'ouverture du centre santé voyage, et décembre 2017. Donc au début, on n'ouvrait qu'une demi-journée par semaine et très vite, on a ouvert 2 d'après-midi depuis octobre 2013. Donc depuis l'ouverture, c'est 2377 personnes reçues. Je donne quelques chiffres, hein, et 4470 vaccins injectés. 40 prophylaxies post-exposition rage aussi, qui ont été menées. Donc ça, Anne vous l'a dit, je vous le rappelle brièvement. Donc grâce à notre loi du pays de 2017 et sa délibération d'application, les vaccins du voyageur sont remboursables à hauteur de 40%. Donc chaque article, il y a plusieurs articles qui définissent les recommandations propres à chaque vaccin. Et ça, c'est en fonction des zones, hein, donc recommandées, qui sont recommandées par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est le centre santé voyage, et évidemment, c'est le BEH. Donc, ensuite, je vous ai mis, alors ça, c'est des fiches pratiques pour vous, je vais les passer. C'est tous les RCP des vaccins. Donc, c'est juste un outil qui peut vous aider si jamais vous vous posez une question sur un schéma d'un vaccin. Alors, dommage, il n'y a pas le spirolette. Ça aurait servi pour votre question, je suis désolée. Donc, j'ai mis les vaccins du voyageur uniquement. Donc ça vous évite d'aller chercher. Vous avez tout directement dans ce tableau. Ah ben si, il y est, le spirolette. 2 doses à 15 jours d'intervalle, rappel 4 à 6 mois après la primo, rappel ultérieur tous les 2 ans. Et donc vous, c'était au-delà de 2 ans, qu'est-ce qui se passe, c'est ça ? Donc effectivement, le RCP ne le dit pas. Ensuite, c'est pareil, hein, ça je le passe, c'est pour vous. Si jamais il y a des patients qui vous posent des questions, pourquoi me faire vacciner, c'est quoi le risque, à quoi ça sert, c'est des tableaux très pratiques en fait sur les risques, mortalité, morbidité pour chaque maladie.
et ce qui permet de répondre, voilà, tel vaccin, voilà, à quoi ça sert, pourquoi, les risques. Donc là, je vous ai remis le schéma vaccinal 2017. On en a imprimé quelques exemplaires si vous voulez en prendre. Il y a des carnets de vaccination aussi, si vous en avez besoin. Et ensuite, on entre vraiment dans le vif du sujet, donc la vaccination du voyageur. Donc ça, c'est le BEH, donc bulletin épidémiologique hebdomadaire, version 2018 pour le voyageur. Donc pour chaque voyage, ce dont on doit tenir compte, c'est évidemment, le plus important, c'est l'évaluation des risques réels encourus par le voyageur. Et ça varie en fonction du contexte épidémiologique, de l'endroit où on se rend, de la situation sanitaire, du niveau d'hygiène de la zone visitée, des conditions de séjour. Hein. C'est pas pareil selon les modalités d'hébergement, si on part en camping ou dans un hôtel. La durée du séjour aussi, ça influence sur la vaccination à faire ou pas. Les facteurs de risque individuels, les antécédents médicaux et le statut vaccinal antérieur. Il y a l'obligation administrative aussi de présenter un certificat de vaccination pour certains pays, comme le Stamaril. Donc pour chaque vaccin, on va balayer rapidement. Donc le Dukoral pour le choléra, alors là, c'est vraiment très particulier. C'est uniquement, c'est pas recommandé pour les voyageurs, c'est uniquement pour les personnes qui doivent intervenir auprès de malades en situation d'épidémie. Donc nous, en CSV, on n'en a jamais eu à en commander, mais on a les contacts directs avec le laboratoire si jamais on doit en commander en urgence, parce que ça, il faut l'avoir rapidement. Quand il faut partir sur un cas, c'est tout de suite. Hein. Alors pour la poliomyélite, le vaccin monovalent, c'est l'Imovax Polio, à partir de 6 semaines. Et sinon, c'est le combiné qu'on utilise, évidemment, diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus, hépatite B, selon les formulations vaccinales. Là, donc, l'OMS a rappelé les endroits où circulent les souches virales en ce moment, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, République dominicaine du Congo et la Syrie. Alors, l'Ixiaro pour l'encéphalite japonaise, celui-là, il n'est pas recommandé systématiquement pour tous les voyageurs qui se rendent en Asie ou en Océanie. C'est surtout pour les séjours ou des expositions nocturnes, puisque c'est transmis par le moustique culex, en milieu rural et dans les régions endémiques, plus particulièrement dans les zones type rizière. Alors, il est bien parce que ce vaccin, on peut le donner dès l'âge de 2 mois. C'est 2 doses, à J0 et J28. C'est tous les 10 ans. Et il existe un schéma vaccinal accéléré chez l'adulte uniquement à J0, J7. Alors quand même, ce qui est à noter, c'est qu'au niveau de l'interchangeabilité, ce n'est pas recommandé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence le schéma vaccinal avec l'Ixiaro, il faut rester sur l'Ixiaro. Donc il faut s'assurer de vraiment terminer le schéma avant de partir, parce que ce vaccin, on ne le trouve pas partout. Ou alors, dans d'autres pays, ce n'est pas celui-là qui est disponible. Donc voilà les zones où ça circule, là où c'est assuré essentiellement. Le Ticovac, ou l'Ancépure, ça c'est recommandé pour les voyageurs qui se rendent en zone rurale ou boisée. Donc ça c'est essentiellement en Europe de l'Est. Donc la fièvre jaune, le vaccin Stamaril, donc celui-là on le trouve uniquement au centre santé voyage, on ne peut pas le trouver en dehors, ça fait partie des vaccins obligatoires pour certains pays, donc notamment Amérique du Sud, Afrique. Le schéma vaccinal, c'est facile, c'est 1 dose. Par contre, il faut le faire au moins 10 jours avant le départ et il est valable à vie. Donc ça, c'est les dernières nouveautés. Et chez les nourrissons, c'est à partir de 9 mois. Alors là, je vous ai mis un lien vers l'OMS qui liste les pays qui exigent le certificat de vaccination anti-amaril. Alors, concernant la fièvre typhoïde, le vaccin Tifim, donc ça, c'est pour les séjours prolongés. Donc, ce qu'on appelle prolongé, c'est plus d'1 mois. Donc, ce vaccin, il n'assure pas une protection énorme, puisque c'est 50 à 65%. Donc, du coup, il ne se substitue pas à toutes les mesures et les précautions d'hygiène vis-à-vis de l'eau, des aliments. Il faut vraiment associer les deux. Et le vaccin ne fait pas tout. Donc celui-là, il peut être administré à partir de 2 ans. C'est 1 dose 15 jours avant le départ et il protège 3 ans. Voilà la zone recommandée pour se faire vacciner. L'hépatite A, donc lui, c'est à partir de 1 an. C'est pour tous les séjours dans des pays où l'hygiène est précaire, quelles que soient les conditions du séjour.
L'examen sérologique préalable a un intérêt pour les personnes ayant des antécédents dictaires, ayant passé leur enfance en zone d'endémie, la Nouvelle-Calédonie en fait partie, ou née avant 1945. Donc en ce moment, il me semble, Thierry va peut-être pouvoir me le confirmer, il n'y en a toujours pas en ville. C'est toujours en tension d'approvisionnement, ce vaccin. Donc, comme il est difficile d'en avoir, au centre santé voyage, on arrive à en avoir un peu. Donc, il est recommandé de n'effectuer qu'une seule dose pour les nouvelles vaccinations. C'est-à-dire que le rappel, normalement, qu'on doit faire 6 à 12 mois après la première dose, pour le moment, on ne les fait pas. Et on attend que la situation revienne à la normale sur l'approvisionnement de ce vaccin. Donc là, c'est les zones à risque. Alors, l'hépatite B, là, on en a bien parlé. Hein. Je ne vais pas revenir dessus. Surtout que c'est obligatoire à la naissance depuis 1989, donc la majeure partie, quand même, des gens sont vaccinés. Alors, le méningocoque. Nimenrix, méningo A plus C, méningo C, le Bexsero pour le B. Il est recommandé aux personnes qui se rendent en zone d'endémie, notamment la ceinture de la méningite en Afrique subsaharienne. Donc là, ce qui est recommandé, c'est le AC ou le C ou le ACYW 135. Quand on se rend dans des zones d'endémie pour accéder à une activité secteur de la santé ou auprès de réfugiés, là, c'est le ACYW 135 qui est recommandé. En revanche, il est obligatoire pour le pèlerinage en Arabie Saoudite. Donc là, il doit être attesté par un certificat de vaccination délivré notamment au CSV. Donc voilà la représentation de la ceinture de la méningite. Donc le schéma vaccinal, c'est une dose aussi. Et la protection est de 5 ans. Alors celui-là, par contre, au niveau de l'interchangeabilité, c'est bien parce qu'en fait, qu'on ait fait un conjugué, un non conjugué, on peut passer de l'un à l'autre. Quand on refait le vaccin, si on doit le refaire 5 ans après. Alors concernant la rage, elle est recommandée pour les séjours prolongés ou aventureux, en situation d'isolement et dans les zones à haut risque, pour les gens expatriés, et il est particulièrement recommandé chez les jeunes enfants et dès la marche. Donc la vaccination préventive ne dispense pas du traitement curatif. Donc ça, vous imaginez bien pourquoi. Donc il y a 3 doses, à J0, J7, et à la 3e, c'est entre J21 et J28. Au niveau de l'interchangeabilité, celui-là, il n'y a pas de problème. Voilà la zone où on trouve de la rage. Alors, bon, il y en a quasiment partout, hein, mais en Nouvelle-Calédonie, on le recommande particulièrement pour les gens qui se rendent à Bali, parce que la rage circule à Bali. En pré-exposition, le schéma, donc on l'a vu, hein, J0, J7 entre J21 et J28. Pour les voyageurs, il n'y a pas de sérologie, pas de rappel nécessaire. En post-exposition, donc la prise en charge, elle est uniquement faite au centre antirabique. En revanche, sur la prise en charge de la plaie immédiate, ce qui est très important à faire parce que c'est très efficace, hein, ça réduit de 90% le risque. C'est un nettoyage de la plaie abondant. C'est long, c'est 15 minutes, mais c'est vraiment efficace, donc il faut le faire. Et ensuite, il y a une évaluation du risque qui sera faite selon les 7 critères. La vaccination préalable, si elle a été faite, la lésion, le degré d'urgence, si c'est une morsure, une griffure ou un léchage, ce n'est pas la même chose. L'épidémiologie dans le lieu d'exposition, la probabilité de découvrir une lésion aussi, parce qu'on avait vu des illustrations de morsures de chauve-souris, elles passent quasiment inaperçues, on ne les voit pas. La capacité du patient à rapporter l'exposition, donc si c'est pendant le sommeil un enfant ou si c'est quelqu'un d'alcoolisé, c'est plus difficile. Si on a l'explication du comportement de l'animal et la disponibilité de l'animal. En fonction de ça, on catégorise l'exposition, donc il y a 3 degrés. Hein. Et de là, en fonction du degré et des antécédents de vaccination ou pas, on détermine s'il faut des immunoglobulines. Donc le seul cas où il en faut, hein, c'est en cas de plaie profonde, donc c'est catégorie 3, et quelqu'un qui n'a pas été vacciné en préventif. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de le faire en préventif, parce que les immunoglobulines, c'est pas anodin, ça fait mal, et en plus c'est très cher. Et il y en a pas partout, évidemment. Donc nous, on en a toujours au centre santé voyage, suffisamment pour prendre en charge plusieurs personnes qui, si par malchance, reviennent en même temps. Mais il y a plein de pays à l'étranger où on ne le trouve pas. Donc la rougeole, on en a parlé aussi.
La seule chose qui est à retenir, c'est que, bon, nous, elle est obligatoire à partir de l'âge de 12 mois, mais que si des nourrissons devaient voyager, on peut le faire à partir de 6 mois. Donc, c'est hors AMM, mais ça fait partie des recommandations. Et donc, pour terminer cette slide sur le dengue vaxia, parce que peut-être que vous en avez entendu parler, ce vaccin contre la dengue. Donc, c'est Sanofi Pasteur qui le commercialise, qui a obtenu l'AMM dans certains pays d'Amérique et d'Asie. Il n'a pas encore l'AMM en France et en Europe. En revanche, là, l'Europe vient de rendre, c'est récent, le 18 octobre, un avis favorable à l'octroi de l'AMM. C'est un vaccin tétravalent, donc il contient les 4 sérotypes et il ne contient aucun adjuvant ni conservateur. Le schéma vaccinal, c'est 3 doses, M0, M6, M12. Les résultats d'efficacité varient significativement en fonction des sérotypes du virus, de l'âge de la vaccination et du statut sérologique avant la vaccination. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà eu une fois une dengue ou pas? Les résultats globaux d'efficacité, tous sérotypes confondus, c'était de l'ordre de 60%, donc ce qui n'est pas non plus sensationnel. Et chez les personnes qui étaient exposées à au moins un sérotype, un des 4 sérotypes, ça monte à 78%. L'âge de la vaccination, c'est 9 ans. 9 ans, 45 ans. Alors, ce qu'il y a à retenir quand même, c'est qu'il est possible que cette vaccination soit inefficace, voire même en théorie qu'elle augmente le risque futur d'hospitalisation ou de dengue sévère chez les personnes séronégatives au moment de la première vaccination, et ce, quel que soit l'âge. Par contre, à l'inverse, chez les sujets qui ont déjà été exposés à au moins un sérotype, le vaccin protégera efficacement contre les 3 autres. Donc, pour conclure, ce qui est important quand même, c'est que les gens terminent leur protocole de vaccination au moins 15 jours avant le départ, pour être sûr d'être protégés. Que les vaccins, ça ne fait pas tout, donc il ne faut pas oublier de donner tous les conseils aux voyageurs, parler des moustiques, de l'alimentation, des animaux, des transports, de la sécurité et de la conduite à tenir en cas de fièvre, d'exposition à des animaux, surtout la rage, en cas de diarrhée, et tous les bons conseils aux voyageurs. Voilà. Merci. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous fais cette présentation sur la pharmacovigilance qui ne fait pas vraiment partie de nos formations de professionnels de santé, mais qui a une importance primordiale dans la compréhension du bon usage des médicaments. Avant d'occuper le poste de pharmacien de santé publique à la DAS, j'ai notamment travaillé 8 ans dans l'industrie pharmaceutique, 7 ans en France et 1 an en Australie, d'abord en essai clinique, puis en pharmacovigilance. J'ai mis le mot grec pharmakon sur cette page d'introduction parce que c'est un mot grec qui veut dire à la fois remède et poison. Et ce qui va déterminer si un médicament est un remède ou un poison, c'est bien de la façon dont il va être utilisé. Un exemple caricatural, c'est l'exemple de l'insuline qui, chez un diabétique, va améliorer et prolonger sa vie et chez un non-diabétique, va aller potentiellement jusqu'à entraîner la mort. Donc, je ne pouvais pas évincer cette slide de la présentation, c'est simplement le rappel réglementaire aux professionnels de santé de faire des déclarations de pharmacovigilance. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer aux choses intéressantes. Donc, l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des médicaments n'a pas toujours été du niveau actuel. Vous avez ici quelques exemples d'étiquetage de médicaments qui datent d'avant 1940 en France et aux États-Unis. Donc là, vous avez un produit radioactif pour le traitement de la tuberculose. Ici, vous avez une solution de biphosphate de chaux qui traite à peu près tout. Là, vous avez un médicament puissant, scientifique et rationnel pour la recalcification de l'organisme. Et ici, vous avez des cigarettes pour traiter le traitement efficace de l'asthme et de la mauvaise haleine, c'est bien connu. Enfin, cette étiquette a tout de même le mérite d'avoir le début d'une mise en garde, d'une précaution d'emploi en disant que ce n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'était une étiquette qui était sur un sirop qui était disponible à la vente sans ordonnance, qui était destiné à traiter les douleurs dentaires des poussées dentaires chez le nourrisson et les diarrhées des nourrissons. Alors, l'étiquette dit que c'est très efficace et totalement anodin.
Et donc, les ingrédients sont l'opium, la morphine et la cocaïne. Donc, certes, ils devaient être très efficaces, mais je vous laisse imaginer le rapport bénéfice-risque du produit. Sans ordonnance. Oups. Je casse le matériel. Donc, entrant dans le vif du sujet, voilà le plan que nous allons suivre, quelques définitions. Ensuite, on va aborder les données de profil de sécurité, comment elles sont présentées, organisées, comment on évalue l'imputabilité d'un effet indésirable à un médicament, comment on documente un cas de pharmacovigilance, quelles analyses sont faites et leurs résultats, quelles sont les mesures de minimisation de risque, et on va voir ensemble quelques exemples concrets avant de passer à la conclusion. Donc, selon l'ANSM, la pharmacovigilance, c'est la surveillance des médicaments et la prévention du risque d'effets indésirables résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré. Selon l'OMS ou l'Agence européenne du médicament, la définition est un peu plus vaste. C'est la science et les activités relatives à la détection, à l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou tout autre problème lié à un médicament. Donc en résumé, c'est toutes les activités autour du médicament qui permettent de protéger le patient en maintenant un rapport bénéfice-risque favorable. Donc, quelle est la différence entre un événement et un effet indésirable ? Un événement indésirable, c'est toute manifestation indésirable ou nocive chez un sujet ou patient sans présomption de lien avec le médicament. Alors qu'un effet, c'est la même chose, sauf qu'il y a une possibilité raisonnable d'avoir une relation de causalité avec le médicament. On ne demande pas d'avoir la certitude, mais on demande quand même que la possibilité soit raisonnable. Alors, un effet secondaire, c'est un risque associé à un médicament. Les risques, ils sont catégorisés en importants. Les risques importants, c'est lors de leur survenue, leur survenue a un impact sur le rapport bénéfice-risque, alors qu'un effet non important ne remet pas en cause le rapport bénéfice-risque d'un médicament. Alors, important à ne pas confondre, important et grave. Important, comme je viens de le dire, c'est si l'effet survient, il peut remettre en cause le rapport bénéfice-risque du médicament, alors que la gravité répond à des critères bien définis, c'est le décès, la mise en jeu du pronostic vital, l'hospitalisation, ou si l'effet survient pendant une hospitalisation, sa prolongation, l'incapacité ou l'invalidité permanente et une anomalie congénitale. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi déclarer ? Pendant un essai clinique, tout est documenté, aussi bien l'efficacité que la sécurité. Mais les études cliniques, elles portent sur quelques milliers de patients qui permettent certes une bonne évaluation du rapport bénéfice-risque, mais ne permettent pas de tout connaître, en particulier les effets dont la survenue est rare ou très rare. Une fois sur le marché, ce sont des millions de gens qui vont être exposés aux médicaments et donc des effets rares ou très rares vont se produire. Il y a des moyens de découvrir d'autres effets secondaires, de mieux connaître le profil de sécurité, mais à chaque fois, il faut réaliser des études et à chaque fois, ça porte sur quelques milliers de patients. Donc, les professionnels de santé et leurs déclarations, c'est la source de données massives d'informations sur le profil de sécurité des médicaments sur le marché. Si personne ne déclare, personne ne pourra mieux connaître le profil de sécurité du médicament. Donc, comment sont organisées les informations de données de sécurité d'un médicament ? En fait, toutes ces informations sont dans la partie 4 des résumés des caractéristiques du produit et elles ont toutes trait à la sécurité, même si à première vue, elles n'en ont pas l'air. Donc, pour la première fois qu'un médicament est mis sur le marché, toutes ces données, elles émanent des études précliniques et cliniques qui ont été réalisées.
Donc les indications et la posologie qui sont retenues pour l'autorisation de mise sur le marché, c'est celles qui ont fait la démonstration d'un rapport bénéfice-risque favorable. Donc il peut y en avoir d'autres, mais c'est seulement celles qui ont démontré un rapport bénéfice-risque favorable qui sont dans l'AMM. Les contre-indications sont souvent issues soit des études précliniques, soit des études cliniques. Les précautions d'emploi, c'est là que sont résumées les informations particulières pouvant modifier le rapport bénéfice-risque du médicament. Donc, c'est les conditions dans lesquelles le risque de survenue d'un risque important sont plus probables. Donc, quand vous avez un patient qui rentre dans cette catégorie-là, le rapport bénéfice-risque peut ne pas être favorable pour ce patient. Donc, à évaluer au cas par cas. Les données d'interaction, elles viennent soit d'études spécifiques sur les interactions, soit si elles sont détectées lors des essais de phase 2 ou de phase 3. Aucune femme enceinte n'est inclue dans un essai clinique. Donc, dès la mise sur le marché, enfin la première fois qu'un médicament est mis sur le marché, il n'y a que des données précliniques. Et tous les effets indésirables connus du médicament sont listés dans la section 4.8. Donc, c'est tous les effets qui ont eu une fréquence de survenue statistiquement significativement plus élevée que le versus placebo. Et ils sont présentés par SOC, System Organ Class, comme le système cardiovasculaire, par exemple, et aussi par fréquence de survenue. S'il y a des surdosages d'observés pendant les études cliniques, leurs effets et la conduite à tenir sont également résumés dans la section 4.9. Donc, passons maintenant à l'évaluation de l'imputabilité d'un effet indésirable. Alors oui, je voulais juste dire que toutes ces informations, bien sûr, elles peuvent être modifiées suite aux déclarations que vous faites et aux analyses de pharmacovigilance qui sont faites. Donc, lorsqu'un industriel reçoit des déclarations de pharmacovigilance de partout où le médicament est commercialisé, il rentre la déclaration dans un logiciel de pharmacovigilance où il code tous les éléments d'information, bien sûr les effets rapportés, mais aussi tous les éléments relatifs au patient. Il est tenu réglementairement de notifier de manière immédiate certains effets indésirables aux autorités sanitaires et tous les effets indésirables de manière périodique via différents rapports de pharmacovigilance. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation de l'imputabilité. Là, je vais vous présenter la méthode française dite de Bégaud. Elle consiste à attribuer différents scores, notamment un score chronologique qui va de C0 à une chronologie incompatible avec une relation de causalité avec un médicament et un score C3 avec une probabilité vraisemblable de causalité avec le médicament. Comme cette slide est un peu compliquée, j'en ai fait une autre qui j'espère sera un peu plus simple pour décrire les choses. Donc, par exemple, vous avez un effet qui survient avant la prise de médicament, ce n'est pas compatible avec une relation de causalité, donc l'effet se voit attribuer un score de C0. En revanche, si l'effet survient après la prise de médicament, il obtient un score de C1. Si le patient prend le médicament, l'effet survient, il arrête, l'effet persiste, le score est maintenu à C1. Si le patient prend le médicament, l'effet survient, il arrête, il va mieux, le score passe à C2 parce que c'est plus suggestif d'une relation de causalité avec le médicament. Si le patient prend le médicament, a un effet indésirable, arrête, va mieux, reprend et le même effet resurvient, le score passe à C3. En revanche, s'il le prend, il a l'effet, il arrête, il va mieux, il reprend et l'effet ne resurvient pas, là le score repasse à C1. Le même principe s'applique avec la sémiologie et en croisant les scores chronologiques et sémiologiques, on obtient un score d'imputabilité intrinsèque. Plus on augmente dans le score, plus la probabilité de relation avec le médicament est forte et inversement, plus on descend dans le score, plus la probabilité de relation avec le médicament est faible.
Quand les industriels, quand ils soumettent leur cas aux autorités de santé européennes, en tout cas, ils doivent faire un company comment, où grosso modo, ils résument le cas en une phrase avec le résumé des facteurs en faveur et en défaveur, et ils se positionnent quant à la relation de causalité de leur produit avec les faits. Et en aucun cas, ils ne peuvent exclure un effet de causalité. C'est simplement une graduation de probabilité. Donc, s'il y a plusieurs méthodes d'évaluation d'imputabilité, toutes dépendent quand même de la qualité de la documentation d'un cas. Donc ici, on va regarder comment il faut documenter un cas. Donc, concernant le patient, il faut renseigner l'âge du patient, son sexe, ses antécédents médicaux et familiaux si c'est pertinent, les traitements concomitants qu'il prend et éventuellement les traitements qui ont été arrêtés peu de temps avant la survenue d'un effet indésirable, parce que ça peut être un syndrome de sevrage, par exemple, les circonstances de survenue de l'effet et la présence de facteurs de risque. Concernant le produit qui est suspecté, il faut renseigner l'indication dans laquelle il est prescrit, renseigner la posologie, le mode d'administration, les dates de début et de fin de traitement et éventuellement la date de réintroduction. Et s'il y a eu des changements de dose avant ou après, le renseigner également. Concernant le ou les événements rapportés, ou les effets rapportés, je devrais dire plutôt, le délai de survenue, en l'absence de date, si vous n'avez pas les dates de début de traitement et la date de survenue de l'effet, avoir une idée du délai de survenue, que ce soit en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années ou transgénérationnel, comme avec le Distilben. La présence ou l'absence de critères de gravité, comme on a vu plus tôt, le décès ou la mise en jeu du pronostic vital. L'action qui a été prise par le médecin traitant vis-à-vis du produit suspecté, est-ce qu'il a décidé de maintenir le traitement? Est-ce qu'il a réduit la dose ou augmenté la dose? Est-ce qu'il a arrêté le traitement ou simplement suspendu et réintroduit? Est-ce que l'effet qui est survenu a nécessité un traitement, une intervention? Et bien sûr, l'évolution de l'effet. Est-ce que le patient s'est remis de l'effet? Est-ce qu'il est guéri avec séquelles? Est-ce qu'il est en voie d'amélioration? Est-ce qu'il est non rétabli? Est-ce que l'effet a résulté dans le décès? Ou est-ce qu'on a perdu de vue le patient et qu'on ne sait pas ce qui est advenu? Concernant les investigations, il est très important de savoir si d'autres causes ont été recherchées, s'il y a eu des tests spécifiques de réaliser. Et vraiment, là, tous les éléments, les résultats de biologie sont à transmettre. Parce que plus il y a d'autres causes éliminées, plus le lien avec le médicament est probable. Donc les investigations, les diagnostics différentiels éliminés, tout ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces déclarations? Quelles analyses on peut faire? Bien sûr, on fait des activités de détection de signal. On voit s'il y a un signal de pharmacovigilance et on le valide ensuite. On analyse les risques et on voit s'ils sont importants ou non importants et on essaie de les caractériser en identifiant des populations chez qui ils sont plus susceptibles de survenir. On analyse tout ce qui est information manquante, c'est-à-dire les expositions pendant la grossesse, la population âgée qui est souvent exclue des essais cliniques, la population pédiatrique, les patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique. D'où l'importance de renseigner le dossier médical, enfin l'historique médical du patient. Bien sûr, l'analyse des conditions, enfin des utilisations hors AMM. Alors l'AMM, ce n'est pas juste l'indication, c'est la population ciblée également. Et, ou bien le non-respect d'une contre-indication, ça aussi, si on prescrit hors AMM et que c'est contre enfin qu'on ne respecte pas une contre-indication, c'est une prescription hors AMM. Et bien sûr, il y a aussi des analyses sur les erreurs médicamenteuses, les surdosages, les mésusages, l'abus, la dépendance, les défauts de qualité et le manque d'efficacité. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
eh bien, ça nous permet de détecter un ou plusieurs effets ou d'identifier une population plus à risque. Et on peut aussi identifier une utilisation hors AMM et essayer de déterminer si le profil de sécurité est le même que dans l'AMM ou s'il est différent et surtout s'il est plus dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces nouvelles informations? Ben, ça nous permet de prendre des mesures de minimisation de risque. La mesure obligatoire, et la première, et là vraiment, on ne peut pas ne pas faire ça, c'est la mise à jour du résumé des caractéristiques du produit. Donc, on peut modifier ou supprimer une indication si dans cette population indication, le rapport bénéfice-risque est défavorable. On peut rajouter une contre-indication pour continuer à bénéficier du médicament chez les patients qui en tirent bénéfice, mais à protéger la population pour qui le rapport bénéfice-risque est défavorable. On peut rajouter, alimenter la section mise en garde et précautions d'emploi, qui est celle où il y a les risques importants. Bien sûr, mieux documenter les interactions, rajouter, très important, les informations relatives à la grossesse et à l'allaitement, savoir si on peut l'utiliser en toute tranquillité, dans quel trimestre, si c'est un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, tout ou pas du tout. Bien sûr, ajouter les termes et les nouveaux faux effets secondaires trouvés et mieux décrire les effets de surdosage et comment gérer un surdosage. Il y a également la possibilité, ce n'est pas systématique, mais d'envoyer des DHCP, c'est des Dear Healthcare Professional Letters. C'est voilà, simplement pour attirer l'attention professionnelle de santé. Vous en avez sûrement déjà reçu des courriers comme ça. Pardon ? Il y a aussi, depuis quelques années, tous les nouveaux médicaments doivent obligatoirement soumettre aux autorités sanitaires un plan de gestion de risque qui décrit toutes les autres activités qui sont mises en œuvre par le laboratoire pour mieux gérer le risque. Donc ça peut aller à avoir un registre, une cohorte, conduire des études cliniques post-mise sur le marché qui sont focalisées sur la sécurité. Ça peut être des documents à remettre aux patients ou des restrictions dans les conditions de prescription et de délivrance. Un exemple récent, c'est avec le valproate. Et la dernière mesure très efficace, c'est la suspension ou le retrait d'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est très important quand il y a des mesures de minimisation qui sont prises d'essayer de les suivre, puisque c'est pour maintenir le rapport bénéfice-risque favorable pour le patient. Mais ce n'est pas tout de prendre des mesures de minimisation de risque. On demande aussi aux industriels de mesurer l'efficacité de ces mesures et de réévaluer la stratégie de minimisation du risque. Et si leurs mesures de minimisation ne sont pas efficaces, eh bien, progressivement, on va se rapprocher de la mesure radicale qui est la suspension ou le retrait d'AMM. Donc, très important qu'on l'on respecte tous pour maintenir, déjà dans l'intérêt du patient, puis pour maintenir nos médicaments sur le marché. À quoi tout cela tient-il? Eh bien, ça tient à la qualité des analyses, bien sûr, qui elles-mêmes dépendent de la qualité de la documentation des cas qui sont déclarés. Donc ici, je vais voir avec vous quelques exemples. Donc, c'est des exemples fictifs, bien sûr. Ici, vous avez un patient de sexe masculin âgé de 67 ans qui est traité par du verapamil. On sait que le traitement a été arrêté et on sait que donc l'effet, c'est la bradycardie. Hein, on sait que l'effet est survenu le 21 mars et que l'évolution est inconnue. Donc ce cas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pas grand-chose. La bradycardie est un effet connu du verapamil. On ne connaît pas la sévérité de la bradycardie. On ne sait pas si c'est une bradie à 50 BPM, à 40 BPM. Enfin, depuis combien de temps le patient est traité avec le verapamil. Donc on n'a pas grand-chose comme information. Donc d'un point de vue analyse, est-ce qu'on pourra en faire ce qu'on pourra exploiter de ce cas, ça ne sera pas grand-chose. Donc ici, je vous propose de regarder toujours une déclaration fictive pour ce même patient.
Mais là, on a un peu plus d'informations. On sait qu'il est traité depuis 8 ans pour un angor stable. Donc on sait déjà qu'on est dans l'AMM. Qu'en traitement concomitant depuis 11 ans, il prend de l'aspirine et du phénofibrate et qu'il a récemment eu une sinusite qui a été traitée par antibiotiques. On sait que l'effet est survenu en mars et qu'il a guéri sans séquelles après l'arrêt du traitement. Donc dans la section description de l'effet, on a que une bradycardie à 55 BPM à l'ECG est survenue le 21 mars, qui est descendue à 40 BPM le 22 mars. Le 22 mars, le verapamil a été arrêté et que la fréquence cardiaque est revenue à la normale, 67 battements par minute, 2 jours après l'arrêt. Donc, je vais essayer de faire vite, mais on pourrait bien sûr obtenir plus d'informations, mais c'est déjà beaucoup mieux que la déclaration précédente. On sait a priori que ce patient, il a pris son traitement pendant 8 ans sans faire de bradycardie nécessitant l'arrêt de son traitement, a priori. Et que quelques jours avant la survenue de l'effet, il a pris un antibiotique pour le traitement de sa sinusite. On sait qu'il y a une interaction entre la clarithromycine et le verapamil et que ça augmente le risque de bradycardie. Donc ces informations sont dans la section 4.5, interaction du RCP, et sont aussi décrites dans la section... je ne sais pas si c'est aussi dans la précaution d'emploi. En tout cas, donc là on n'apprend rien parce que cette interaction est connue, mais si elle n'était pas connue, ce type de déclaration permettrait peut-être de trouver une interaction et de la documenter et donc de prévenir la survenue d'un effet indésirable évitable. Donc là, voilà, la Bretec, ça c'est un extrait du RCP, que si on prescrit les deux en même temps, il faut une surveillance clinique et ECG, et éventuellement adapter la posologie du verapamil. Donc là, c'est un autre exemple. Vous travaillez pour un labo pharmaceutique où vous êtes référent en pharmacovigilance à la DAS. Et vous recevez ce cas-là, une patiente de 54 ans qui est traitée par valdoxan 25 mg le soir depuis janvier 2017 pour un épisode dépressif sévère. On est dans l'indication de l'AMM. Depuis octobre, elle a des douleurs abdominales, des selles claires, des urines foncées, des nausées. Et en novembre, elle est hospitalisée pour insuffisance hépatique. En traitement concomitant, vous savez qu'elle prend du Doliprane 1 gramme toutes les 8 heures si besoin, depuis 2015, de l'oméprazole le soir depuis 2014 et du Lamizil 250 mg le soir depuis septembre. À l'hospitalisation, tous les traitements sont arrêtés et en décembre, elle guérit sans séquelles. Vous ne vous satisfaisez pas de ces informations, vous posez plus de questions au déclarant pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Et vous apprenez qu'elle a un indice de masse corporelle à 39, donc elle est morbidement obèse, qu'elle a réalisé un bilan hépatique début janvier avant l'instauration du valdoxan, conformément à l'autorisation de mise sur le marché, que les résultats montraient des transaminases à 3 fois la limite supérieure. Donc là, la prescription, elle est du coup hors AMM, puisque c'est une contre-indication. La bili était normale et la patiente n'a pas fait les bilans suivants, malgré leur prescription. La consommation d'alcool est estimée à 1 à 2 bouteilles de vin par jour. Et les investigations à l'hôpital montrent que toutes les sérologies virales sont négatives et l'échographie abdominale montre une hépatomégalie, une cirrhose et pas de lithiase biliaire. Donc, vous faites un résumé des facteurs en faveur d'une relation de causalité avec le valdoxan. Il y a la chronologie compatible. C'est un effet listé du valdoxan. Les conditions de prescription sont à risque, une contre-indication non respectée, et pas de suivi hépatique pendant le traitement. Les sérologies virales qui sont négatives et pas de troubles biliaires. Les facteurs en défaveur d'une relation de causalité avec le valdoxan, c'est le délai de survenue qui est supérieur à 6 mois. Alors, ça n'exclut pas, parce qu'on peut faire aussi des insuffisances hépatiques après, mais en général, c'est dans les premiers 6 mois. Il y a d'autres causes possibles, l'alcool,
On ne sait pas si les autres causes possibles, c'est la consommation de cava ou autres toxiques. Et on sait qu'elle prend un traitement concomitant du lamisil, pour lequel l'effet est également listé et pour lequel le délai de survenue est beaucoup plus suggestif. Donc, quelle évaluation faites-vous quant à l'imputabilité du valdoxan dans la survenue de l'insuffisance hépatique si vous étiez laboratoire pharmaceutique? Je vous rassure, hein, en aucun cas vous pouvez dire que vous pouvez exclure une relation de causalité. À partir du moment où il y a compatibilité chronologique, ce n'est pas possible d'exclure un lien de causalité avec un médicament. Cependant, ceci dit, ce n'est pas, sauf cas exceptionnel, à partir d'un seul cas que l'on peut déterminer si un effet rapporté est un risque associé au médicament. Les analyses, elles portent sur tous les cas qui sont rentrés dans la base de pharmacovigilance. Donc plus vous déclarez, plus il y aura de cas, plus les analyses seront pertinentes et efficaces pour la détection de nouveaux effets ou faire basculer un effet non important dans la catégorie importante, par exemple, parce qu'on va découvrir qu'il y a plus de cas graves ou que la fréquence de survenue est plus fréquente que ça. Donc voilà, la détection de signal se fait sur tous les cas dans une base de données. Donc je termine bientôt. La pharmacovigilance, elle a pour but d'éviter les désastres, comme on a vu avec la thalidomide et le valproate récemment, en étant alerté rapidement et simultanément dans le monde, parce qu'on partage ces informations au niveau mondial. Donc on est alerté sur les risques graves liés à l'utilisation d'un médicament. Ça nous permet aussi de gérer les risques qui sont liés à un médicament pour que les bénéfices restent supérieurs aux risques. Ça donc, nous permet de continuer à pouvoir bénéficier de médicaments efficaces ou à retirer ceux qui ne le sont plus. Et comment on fait ça? Par l'obtention d'informations de sécurité de qualité via vos déclarations et par un meilleur partage de ces informations entre industriels, professionnels de santé, agences de santé et patients. Je vous remercie.